Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne des Geeks des Chiffres. Je continue mon périple à la rencontre de personnes inspirantes. Et aujourd'hui je vais vous faire découvrir un copain. Il s'appelle Onur Karapinar. Il a écrit un livre, il est parti de rien du tout. C'est un nouvel auteur que je voulais absolument vous faire découvrir. Il vous parle d'habitude et en gros, sa mission suprême à lui, c'est d'aider chaque individu à devenir la meilleure version de soi-même. C'est un échange avec Onur juste ultra bienveillant, simple, sympa, avec quelques petites erreurs techniques, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, c'est de l'authenticité la plus totale. Je vous laisse découvrir cette entrevue avec Onur et moi je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo et la prochaine rencontre. Ciao! Salut Onur! Salut Nico. Ravi de t'accueillir sur la chaîne YouTube Les Geeks des Chiffres. Également. Je continue moi mon parcours et mon périple à la rencontre des gens qui m'inspirent et je voulais absolument t'accueillir sur cette chaîne YouTube. Du coup, ce que j'aimerais c'est qu'on puisse discuter sur qui tu es, ce que tu as fait et un événement qui pour moi est très important, c'est un livre que tu viens de sortir qui s'appelle comment? C'est un peu trop promo là du coup. Ouais. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est de l'impro. Non, c'est mon livre effectivement, Petite habitude, grande réussite, 51 pratiques inspirantes pour devenir la meilleure version de soi-même, aux éditions Erol. Génial. Bon, on va en reparler durant cette vidéo. Alors moi, je l'ai lu, hein, ce livre. Franchement, il y a des pépites à l'intérieur. Mais je te poserai des questions au fil de la vidéo pour faire découvrir tout ça à tout le monde. Donc du coup, alors toi, tu es Onur. Raconte-moi un peu ton parcours. Waouh, comment raconter mon parcours succinctement? Ouais, rapide. Rapide, bah écoute, là actuellement, on va dire que je suis issu d'une famille immigrée déjà, je pense pour commencer. Ouais. Ça pose un peu le cadre, famille très précaire, une mère monoparentale, enfin famille monoparentale, mère analphabète, Ok. qui sait ni lire ni écrire, deux grandes sœurs, enfin une grande sœur, une petite sœur, et écoute, un parcours assez chaotique, on va dire scolaire, parce que j'étais très vite, très tôt habitué à la console. À la PlayStation. À jouer. À jouer, ouais, c'est ce que ma mère un peu a trouvé pour pouvoir me canaliser un peu cette énergie que j'avais en moi. Et donc ça m'a beaucoup pénalisé dans mes études. Donc, Et toi, du coup, tu as fait quoi comme étude alors? alors j'ai fait, alors si on va à la fac, donc j'ai un bac STI. Ok. Ça n'existe plus, donc sciences techniques, industrielles, en électrotechnique. Donc ça n'a rien à voir avec ce que je fais. Après j'ai fait un parcours, un bicursus communication lettres modernes. Après j'ai fait une troisième année spécialisation communication option radio télé. Puis après j'ai fait un master 1 en 2 ans. Sciences et Infocom à la Sorbonne Nouvelle Paris 3. Ok. Voilà, ça c'est pour le parcours un peu académique. Après, j'ai participé à Ticket for Change en 2015. Alors c'est quoi ça? Alors Ticket for Change, ça se voit un peu comme aujourd'hui comme étant la nouvelle école pour acteurs du changement. Donc, D'accord. ils ont 3 missions principales, c'est accélérer la transition écologique, Ok. c'est de révéler un peu les talents de chacun et de lutter contre l'exclusion sociale. Et à l'époque où j'ai participé, il y avait un tour de France où tu partais à la rencontre d'entrepreneurs hyper inspirants. Ensuite, tu faisais une introspection pour mieux te connaître et savoir comment tu allais exprimer un projet qui correspond à tes valeurs, et après tu passais à l'action. D'accord. Et moi, dans mon cas, j'étais bloqué à l'introspection, ça m'a beaucoup fait réfléchir sur un peu mes valeurs, mes principes, les guides directeurs dans ma vie. Mais toi, tu voulais faire quoi à ce moment-là? Comment t'as rejoint cette aventure en fait? C'est pourquoi? C'était à quel moment de ta vie? C'est quoi l'événement déclencheur? C'est un ami qui avait participé à Ticket for Change en 2014, parce qu'on avait fait de la radio auparavant, puis j'avais une équipe et puis on est resté en contact, c'est un très bon ami, je pense à lui, Eric. Ouais. Et il a participé à Ticket for Change et je l'ai vu, il avait radicalement changé, quoi. Il a vécu une expérience humaine très très forte. Et moi, ça me donnait envie. Je me dis, mais qu'est-ce qui lui est arrivé pour qu'il puisse se sentir aussi bien? Et il avait vraiment un regard totalement nouveau sur la vie. D'accord. Et forcément, il a dû vivre une expérience incroyable. Et je m'en souviens quand je l'avais vu et qu'il revenait du voyage, je lui ai dit, dans 1 an, c'est moi qui participe. D'accord. Et j'ai participé. Il y avait seulement 50 places et voilà. Ah cool. Et donc c'est quoi? Il y a une sélection ou comment ça marche? Une sélection qui fait maintenant. Ils ont arrêté le tour maintenant parce qu'ils mettent l'accent maintenant plus sur les actions locales. D'accord. À travers les MOOC, à travers aussi des bootcamps, etc. Ok. Podcast, et Ticket for Change qui est en train de grandir en ce moment. D'ailleurs, je crois que sur le podcast maintenant sur Europe 1 qui va s'appeler Déclic. Ah génial. Donc c'est génial, ils sont en train de prendre de plus en plus d'impact pour sensibiliser les gens aux enjeux d'aujourd'hui et de demain. Ok. Donc tu as participé. Ça a changé ma perception des choses. Expérience humaine incroyable, Nico. Ça a été très bouleversant, je pense, sur le plan humain aussi. Pourquoi? Alors, c'est quoi qui est aussi ouf là-dedans? Imagine-toi, tu vis 2 semaines paradisiaques, tu fais un peu le Tour de France. À l'époque, j'ai pratiquement jamais voyagé.
en car, et puis là tu découvres Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Lille, puis aussi un ancien Carmel à Condom, un espace avec beaucoup de végétation, c'est parfait pour la prospection, 3 jours où tu réfléchis sur toi en fait, c'est un peu une question qu'on t'a jamais posée. Donc ça veut dire qu'avant Ticket for Change, t'es en phase où t'as été étudiant, bon apparemment t'as joué pas mal à la console aussi, bon t'as réussi quand même à aller à faire des études, tu vois. Ouais, c'est vrai, malgré tout. Ouais. Mais là, après tes études, en fait, c'est là où tu sais pas où est-ce que tu veux aller, quoi. Ouais, honnêtement, je sais pas trop quoi faire. J'étais un peu perdu, comme beaucoup de gens, je pense. Ouais, c'est clair. Mais je sais que s'il y avait une chose, c'est que je voulais pas être salarié. Notamment, c'était un stage en 2014 chez Touscoprod, qui était un peu une boîte de crowdfunding sur le cinéma. Ouais. Et quand j'ai vu un peu cette routine métro, boulot, dodo, ça m'a totalement déprimé. Et j'ai quand même tenu mon stage jusqu'au bout, mais je pense que ça a été ma seconde aventure professionnelle. D'abord, j'ai eu France Culture en premier stage. D'accord. J'ai eu Touscoprod et après j'ai eu Bonne Gueule, qui est une expérience incroyable. Ok. Mais ouais, c'est là où je pense que Touscoprod, ça a été ce stage-là, ça a été le salariat, c'est pas pour moi. Et du coup, c'est quoi qui t'a pas plu alors? Ah bah, la routine. La routine, il n'y a pas vraiment de place pour l'épanouissement, tu choisis pas vraiment de faire ce que tu veux. En fait, je déteste qu'on me dise quoi faire. D'accord. Je pense qu'il est commun aussi à beaucoup d'entrepreneurs, ce qui fait qu'ils veulent entreprendre et sortir un peu de cette condition et donc créer leur activité pour aider les gens. Ils ont horreur qu'on leur dise quoi faire. Ils peuvent pas se sentir à l'aise dans une boîte. Moi, dans mon cas, je me sentais aliéné, étranger à moi-même. Je pouvais. Et la seule façon en fait de résoudre cette anxiété, d'y remédier, on va dire, c'est d'entreprendre. Ok. Autrement. Et donc du coup, après Ticket for Change, Ticket, j'ai participé à Lyon à The Family. Donc, ah cool. Ouais, programme de formation en fait qui se voulait un peu comme l'école de l'avant-garde des startups, en tout cas des employés de startups. Ouais, alors Lyon c'est top, hein. En tout cas c'est une superbe culture, c'est vraiment la culture de la gagne, moi j'aime beaucoup en tout cas. Ah bah oui, je pense que t'aimes beaucoup ça se voit. Ça c'est sûr. T'as arrivé Oussama Ammar, donc je pense que tu connaissais déjà, tu étais un peu familier avec The Family. Et ouais, Lyon c'était une expérience assez incroyable, surtout que je l'ai fait 2 fois en fait. La première fois en tant qu'étudiant, où là j'ai appris beaucoup de choses sur En fait c'est marrant parce que c'était un peu une sorte d'école de commerce, mais avec aussi une culture un peu start-up où tu avais des entrepreneurs qui vraiment parlaient réellement du concret. En fait. Ouais, c'est de la vraie vie, quoi. Voilà, tu n'avais pas des théories dans les livres, etc., qui sont un peu datées. Tu as vraiment des gens qui te racontent, voilà, moi, comment je fais pour me distinguer de tels concurrents, quelle étude de marché je fais pour pouvoir créer un meilleur produit, comment faire pour rebondir après un échec de financement. Tu vois, c'est des trucs vraiment très concrets. Et on te demande d'y réfléchir. Et forcément, les meilleurs, ceux qui qui donnaient un livrable, on va dire, un travail, il y a une sorte de devoir qui est de qualitatif, ils pouvaient être embauchés après. Ouais, cool. C'est vraiment, il y avait une sorte d'effervescence d'activité comme ça, et tout le monde en fait a pu trouver, je pense, sa part dans la formation. Moi, j'ai fait d'abord ça, puis après j'ai fait une deuxième fois où là j'ai écrit Lyon, en fait. C'est-à-dire j'ai écrit chaque semaine qu'est-ce qui se passait. Donc j'essaie un peu de faire vivre l'atelier aux gens comme s'ils y étaient. Et donc tu l'écrivais où ça? Sur Internet? Sur Medium. On peut retrouver mes articles normalement. Si tu tapes Lyon saison 3, jour 1, 2, 3, 4, 5, tu as mes articles dans la publication de Lyon. Donc toi, au moment où tu étais à Lyon, pas à Lyon la ville, hein, mais... Oui, pas à Lyon la ville, c'est Lyon la formation à The Family à Paris. Et du coup, en fait, tu as créé un compte Medium? J'avais déjà créé un compte auparavant. J'écrivais déjà auparavant, j'ai commencé mon premier article le mardi 4 mars 2016 sur la créativité. Ok. C'était un peu, j'avais envie d'écrire, comment ça se passait pas spécialement bien dans ma vie à ce moment-là, et puis je sais pas, cette idée m'est venue, puis après il y a un article sur Peter Thiel, premier chèque de Facebook, et mentor de Mark Zuckerberg. Et quand j'ai compris en fait un peu progressivement qu'il y avait des gens qui étaient très puissants, qui plaçaient un peu des pions dans l'échiquier mondial, je me suis dit mais c'est fascinant en fait, c'est ça qui m'intéresse, comprendre un peu ce pouvoir, qu'est-ce qui fait leur excellence, qu'est-ce qui fait qu'ils réussissent, qu'est-ce qui fait que les gens qui sont à la lumière, dans l'ombre, et là je me suis dit waouh, faut que je continue. C'est une révélation quoi que tu as eu. Peut-être pas l'article de Peter Thiel, je pense pas qu'on change grâce à une épiphanie, mais c'était une succession en fait de bonnes décisions, je pense, qui m'ont conduit à me nourrir de contenus totalement différents. Et c'est là où j'ai commencé à écrire de plus en plus, à résumer des best-sellers notamment, trouver des réponses en fait, pourquoi ces livres-là sont autant vendus. Qu'est-ce qui fait que des gens veulent absolument lire tel livre. Et j'ai compris un peu progressivement des choses, je les ai appliquées dans ma vie, et puis là je me suis dit c'est bon, on est parti, il y a des gens qui commencent à me suivre. Ok, ça marche. Donc alors tu fais Lyon, tu écris sur l'histoire de ce qui se passe à l'intérieur, comme ça donne un peu la vie en fait dans cette formation. Et du coup après c'est quoi le cheminement, la suite? Alors c'est marrant parce que après que j'ai fait Lyon, je me disais, alors salariat je pouvais pas, mais même en start-up je ne peux pas. Non, parce que c'est drôle, parce que Lyon ça prépare les futurs employés de start-up en fait. C'est ça se veut comme ça. Alors en fait c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de gens qui avaient plutôt un profil entrepreneurial, qui c'est un peu de prendre ce qu'on pouvait prendre les formations pour après s'y appliquer dans leur entreprise, en tout cas dans leur projet. C'est marrant, il y a en tout cas au début beaucoup. Là maintenant je pense qu'il y a une sélection un peu plus, plus précise pour éviter sur des profils qui sont un peu difficilement gérables. Pour te raconter une anecdote, moi j'y avais été en fait. Oh, quand?
Oh, je m'en rappelle plus. Tu as participé? Non. Je pense que c'était en 2017 ou 2018, je me rappelle plus. Okay. Et je me suis dit, j'aimerais bien participer. Ah non, peut-être, ouais, 2017, je pense. Okay. Je voudrais bien y participer justement pour me nourrir de comment être employé de start-up. Pour moi, avoir cette vision en tant que CEO, de dire, OK, comment je pourrais peut-être manager, comment je pourrais donner la culture start-up aux employés. Donc c'est assez drôle, mais il m'avait refusé, puisque forcément, moi, j'avais pas vocation à être salarié en fait. Mais du coup, tu étais peut-être sur une partie avant et donc forcément, il y avait des profils un peu. Et puis c'était aussi le début, donc forcément, c'est après chaque c'est un peu de crash test, un peu itératif. C'est ça. Tu vois un peu les erreurs, tu réajustes, hop, tu réessayes. Et là maintenant, je pense que c'est qu'un truc qui est quand même assez solide. C'est clair. Et qui attire des grands employés dans des grands groupes. Et il faut leur petit bout de chemin. Ouais, c'est clair. Je pense très, très enrichissant. C'est clair. Donc du coup, alors vas-y, continue parce que je t'ai coupé, désolé. Non, mais de toute façon, c'est ça, tu mets une conversation, tu peux couper, d'égal à égal, il n'y a pas de... Non, bah après Lyon, en fait, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas être salarié de start-up. Donc la seule façon de faire, c'était qu'il fallait absolument entreprendre. Si du coup, tu n'arrives pas à être dans une case où tu bosses pour les autres, il faut que tu bosses pour toi. Mais l'entrepreneuriat, ça m'est venu en fait vraiment grâce à l'écriture, on va dire, vraiment grâce à la rencontre de Benoît Vochtanka. J'ai travaillé pour Bonne Gueule en 2015. Et Bonne Gueule, c'est quoi alors, pour ceux qui ne connaissent pas? Bonne Gueule, pour ceux qui connaissent pas. Moi, je connais un peu quand même. C'est une très belle histoire, mais pour résumer, c'est aujourd'hui alors c'est à la fois un média sur la mode masculine, qui est numéro 1, indépendant. Je pense que c'est vraiment les premiers dont la mission en fait est d'aider les gens à se sentir bien dans leurs vêtements, les hommes dans leurs vêtements. Ça a été cofondé par Benoît Vochtanka, qui est mon mentor, et Geoffrey Bruyère. Ok. Et Benoît, il est plus produit et communauté. Ok. Et éditorial, et puis Geoffrey, lui, c'est plus entrepreneuriat, stratégie, partenariat, développer vraiment la croissance. Et ils font vraiment une très bonne paire. Et histoire incroyable, moi j'étais donc stagiaire, donc et j'étais en fait chef de projet éditorial. En gros, j'écrivais les articles, je testais même les vêtements. D'accord. Meilleur stage de ma vie. Bonne Gueule, je pense qu'ils ont tout compris. État d'esprit start-up, extrêmement brillant. Des beaux produits à l'écoute de la communauté. Ils sont érigés comme étant là. Ils ont créé des boutiques aussi. Là, ils ont créé leur 4e, 5e boutique. Cool. À Paris, rue Madame, maintenant. Cool. Pas loin de Saint-Sulpice. 3e boutique à Paris. C'est un succès incroyable. Ils font 5 millions de chiffres d'affaires. Ils sont 40 employés. D'accord. Donc Benoît, qui est mon mentor et dont je suis extrêmement fier de. Il y a aussi Céline Niederhofer, un autre de mes mentors, qui est copywriter. Qui est aussi, il est connu comme étant coach en séduction dans le site Art de séduire. Ah, ok. Il a aussi bossé pour Patrick Noël. C'est marrant, c'est quelqu'un qui est très intelligent, qui lui m'a beaucoup appris sur le storytelling notamment. D'accord. Et, encore, Céline, voilà. Benoît et Céline, d'avoir accès à ces gens-là, c'est leur sagesse, c'est très. Je pense que ça m'a donné envie encore plus d'entreprendre et voilà. Et donc cette rencontre avec cet environnement, avec ces gens-là, ils t'ont donné envie d'aller plus loin dans l'entrepreneuriat? Si tu veux, moi, c'est marrant parce que j'écrivais, et je ne sais pas comment utiliser ça. En fait. J'écrivais parce qu'avant tout, j'avais une réponse qui était comment se fait-il qu'il y ait des gens qui réussissent et d'autres pas. Et moi, j'étais dans l'autre versant, en fait. J'étais dans l'ombre, en train de tâtonner, misérable, malheureux, j'en passe. Et c'est là où, en fait, c'est marrant, c'est quand souvent tu es au pied du mur, c'est là où tu vas trouver les réponses. C'est clair. Et moi, dans mon cas, je me suis dit, ok, il faut que je m'en sorte, mais comment? Donc, je me suis dit, je vais essayer de m'inspirer des personnes qui, elles, réussissent. Donc dans mon cas, j'ai commencé à lire des best-sellers comme je disais tout à l'heure, j'ai commencé à lire, à résumer mes apprentissages, et puis progressivement, il y a des gens qui vont commencer à me suivre. D'accord. Mais toutes ces réponses-là que j'ai eues, donc la newsletter, le site, les machins, ça m'est pas venu comme ça m'est venu ça m'a pris des années. Ça a pris du temps. Ouais, c'est clair. Et c'est là où, en fait, je pense, les mentors, en fait, m'ont permis d'accélérer ce temps très court, d'accélérer mon apprentissage et de m'apporter des réponses et des solutions pour que je puisse expérimenter et voir ce qui se passe. Ce qu'il m'a suggéré, il m'a dit, Benoît, il faut que je crée des formations en ligne. Il m'a toujours poussé à ça. Il y a un an, je comprenais pas pourquoi. Et aussi parce que j'avais peur, je me disais putain, mais qu'est-ce que je vais raconter, je sais pas quoi faire. Tu vois, je me sentais un peu imposteur. Ouais, je résume des livres, j'ai appris des choses, etc. Tu vois. Je suis rien en fait, je suis qu'un grain de poussière dans une planète, tu vois. Et qu'est-ce que je vais faire, tu vois. Et en fait, c'est là où, un an après, depuis que j'ai sorti mon livre, j'ai compris l'intérêt en fait d'être un infopreneur. Un infopreneur, c'est quelqu'un qui vend du conseil, une certaine expertise. Des techniques, des conseils pratiques très précis dans une niche. Okay. Là, dans mon cas, je suis en train de créer ma première formation en ligne sur la procrastination. Et après, je compte faire plusieurs sur l'état d'esprit, les habitudes, l'autodiscipline. On verra bien, mais je vais toujours essayer de répondre à ma communauté. Ok, top. Et donc, alors, qu'est-ce que tu fais maintenant? Donc, tu as rencontré Benoît, ils t'ont aidé un peu à structurer ce que tu avais dans les mains, en fait. C'est un peu ça l'idée. Tu vois, il y avait quelque chose. Et donc, du coup, ils t'ont aidé à structurer, expérimenter, etc. Et la suite, alors?
Bah, écoute, là, la suite, c'est que j'ai sorti mon livre. Alors, je vais le remontrer pour Montre-moi. ce livre-là, donc peut-être qu'on en parle un petit peu aussi. Il est sorti, donc mon livre, qui est vraiment un projet assez inattendu, parce qu'au départ, je comptais pas en écrire un. Enfin, en tout cas, pas tout de suite. Comment on devient auteur, en fait? C'est marrant, parce que moi, ça n'a pas été... c'est pas mon rêve, en fait. C'est marrant. Il y a des gens qui, eux, depuis tout petit, ils écrivent, ils ont des carnets de notes depuis qu'ils ont 12, 13, 14 ans. Moi, non. Moi, j'ai appris vraiment à lire quand j'avais 24 ans. Enfin, j'ai vraiment commencé à lire sérieusement, on va dire. Ouais. Avant, non, parce que c'était pas du tout mon environnement. Personne dans ma famille n'entreprend. Enfin, famille très pauvre, donc forcément, les livres... Il n'y a pas trop, quoi. Rien, quoi. J'ai pas d'héritage culturel, j'ai rien pour moi, en fait. Je suis allé chercher tout par moi-même, tu vois. De zéro, quoi. De zéro, ouais. En bas de la montagne. C'est ça. Et c'est pour ça que d'ailleurs, c'est marrant, parce que je peux raconter un peu l'histoire de cette couverture, c'est que là, on voit, il y a 5 petits personnages, il y en a un qui est tout petit. Ouais. Comment ça marche? On va dire qu'il est vraiment dans l'humilité. T'as le deuxième qui commence un peu à monter, donc il est pragmatique, il dit bon, il comprend qu'il faut qu'il monte, donc il monte. T'as le troisième qui est au milieu du soleil, là, qui est là, et qui est plus, lui, en fait, je pense qu'il est plus proactif, tu vois, il se rend compte que c'est difficile, qu'il y a une adversité, qu'il fait froid, et donc il a un peu les mains sur ses cuisses parce que la difficulté, tu vois. Ouais. Et le quatrième, il est persévérant, tu vois, il est pas encore arrivé, mais il s'accroche, tu vois, malgré il lâche pas, même il est par terre, mais il lâche pas, quoi. Pleuve ou qui vente, tu vois, c'est un mec comme toi aussi, c'est un mec qui lâche rien, tu vois. Et il est là, et t'en as un qui est au sommet qui, lui, représente plus l'excellence. Ouais. Et je pense qu'on a tous, à certains degrés de notre vie, on est tous un peu ce personnage-là. Il y en a qui sont vraiment au top dans un domaine, il y en a qui sont tout petits. Tu vois, moi, par exemple, si tu me parles d'un sujet, je sais pas, si tu me parles de compta. De compta, je suis là, quoi. Je suis minable, je suis minus. Si par contre tu me parles d'habitude, je dirais pas que je suis là, même si j'écris un livre, parce que ça, je pense à Benoît qui me disait, faut rester éternellement débutant, il faut rester éternellement étudiant de la vie. Ouais. On ne sait rien, en fait. Donc moi, je serais plutôt au milieu, tu vois. Je me dis, je suis toujours au milieu. Ok. Pour moi, c'est ni trop haut, ni trop bas, juste au bon endroit. Toujours rester étudiant. Et je pense qu'on a tous un peu c'est un peu ces niveaux, ces degrés de progression dans sa vie. Donc alors ça veut dire que toi, t'es baigné dans une vie où il n'y a pas de livre chez toi. Il n'y avait rien. De l'humidité, un frigo vide et des ronces. Non, mais c'est pour te dire. Donc non mais parce que je trouve ça génial, en fait. Enfin, je trouve ça génial parce que en fait on peut tout construire même de rien, quoi. En fait, on peut construire son propre chemin, tu vois, et sa propre histoire. Et donc moi je trouve ça dingue qu'il n'y a pas de livre chez toi et que en fait à la fin tu écris un livre. Donc en fait, qu'est-ce qui a fait que tu as écrit ce livre alors que finalement tu n'avais jamais envie de le faire et tu n'en avais entre guillemets jamais vu jusqu'à 24 ans, quoi. Je vulgarise un peu le trait. Non, j'avais envie, peut-être que l'envie m'est venue, ça, en fait, à force de lire, t'as envie d'écrire. Ça vient comme ça, en fait. Ouais, je pense que c'est comme ça. Il y a beaucoup de gens, c'est ce que disait Ben aussi, c'est que à force d'avoir lu des contenus sur la mode, il a envie d'en écrire. À force d'avoir été en contact avec des entrepreneurs, il a envie d'en devenir un. Et c'est à force en fait. Ouais. Moi, dans mon cas, à force de lire des contenus, je me suis dit, mais moi, est-ce que j'ai forcément des choses à dire? Moi, dans mon cas, je voulais un peu écrire ce livre quand je l'ai écrit, parce que quand je voulais écrire un livre, je me suis dit, je vais en écrire un avant mes 30 ans. Ah, t'avais un objectif. Là, t'as quel âge? Là, j'ai 27. J'ai 27 ans, mais je vais sur les 28 cette année, pour être honnête aussi. Donc, je ne vais pas mentir. J'ai 28 ans cette année. Mais c'est vrai que à 25 ans, je me dis, voilà, un livre avant mes 30 ans. Puis je me suis dit, ok, qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir écrire un livre? Au départ, j'ai pas eu trop l'idée. Je me suis dit, allez, lis du contenu, écris, tu verras bien. Et okay. Après, je me suis dit, mais il y a forcément des bonnes pratiques qui reviennent très souvent et qui peuvent donner envie à des gens en fait, de mieux faire. Moi, ce qui me fascine dans les habitudes, c'est qu'on a tous un problème A. C'est-à-dire, le problème A, ça peut être, quand on se lève le matin, j'aime beaucoup poser cette question aux gens, c'est, mais quand tu te lèves, peut-être je te pose une question. Ah non, mais je me rappelle. Matin, quelles sont les premières choses que tu fais? Tu vois, te lever le matin, c'est situation A. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est les solutions B des gens. Qu'est-ce que tu fais derrière le matin, Nico? Non, mais je me rappelle parce que la première fois que je t'ai rencontré au NUR, c'est cette question que tu m'as posée, en fait. Ouais. Et je me rappelle, elle m'a beaucoup marqué. Et d'ailleurs, c'est assez drôle parce que j'ai fait le cheminement de ce que je faisais le matin, en fait. Ah. Mais bon, au moment où je t'ai rencontré la première fois, et maintenant, mon quotidien du matin, il est complètement différent. Maintenant, je suis un warrior T'es plus qu'un warrior, c'était déjà avant. Non, parce que c'était différent. Au début, je me lève, je m'occupe de mon enfant, parce que c'est mon enfant qui me réveille et qui engage ma journée, tu vois. Sauf que là, maintenant, c'est différent. Je me lève beaucoup plus tôt et je bois de l'eau, je lis des livres, tu vois, j'essaye de me poser pour réfléchir sur le contenu de ma journée. Donc, en fait, ce que je faisais avant, je le fais toujours. Mais sauf que j'ai rajouté quelque chose dans ma routine de ma journée, en fait. Donc, je me lève 1 heure plus tôt pour faire des choses que je ne faisais pas avant, en fait.
Donc c'est assez drôle, mais c'est marrant parce que cette question que tu m'avais posée, donc on s'est rencontrés il y a quoi, peut-être 4-5 mois, un truc comme ça. En décembre, novembre dernier. Ouais, donc oui, ça fait 2018. ouais, c'est ça. Donc c'est assez récent et bah de toute façon, j'ai changé ma vie depuis ce moment-là, en grande partie parce qu'il y a plein de choses que j'ai fait, mais du coup, elle m'avait marqué cette question beaucoup. Mais c'est fascinant, t'as vu, parce qu'on ne se rend pas compte que les habitudes guident subtilement nos vies. Que ce soit le café que tu prends le matin, aux dents que tu te brosses le soir, et ben tu as tout un faisceau de comportements qui peuvent te dire si oui ou non tu vas dans la bonne direction. Ouais, c'est fascinant. En fait, tu peux imaginer un peu un arbre avec des branches. Et si tu prends une bonne décision, bah, tu montes. Si tu prends une mauvaise, tu descends, tu vois. Et ce qui c'est une bonne image, ouais. C'est beaucoup de métaphores, enfin il faut essayer, mais pour comprendre et saisir un peu l'importance des habitudes. Moi, ce qui me fascine, c'est que une habitude, qu'est-ce que c'est? C'est un comportement qu'on a répété tellement de fois, qu'on a exécuté tellement de fois, que cela en est maintenant devenu plus ou moins automatique. Ouais. Donc, quand je pose cette question du matin, il y a des choses qu'on fait pratiquement sans y penser, parce que ce sont devenues des habitudes. Que ce soit enfiler ses chaussures, boire de l'eau, aller aux toilettes, peu importe, ou prendre son café quand on se lève. Tiens, un exemple très simple d'habitude qu'on fait pratiquement sans y penser, quand tu rentres dans une salle, dans une pièce sombre, tu cherches l'interrupteur. Ouais, c'est clair. Tac, instinctivement. Et là, la lumière. Pourquoi? Parce que c'est pour satisfaire une envie de pouvoir voir. Et c'est fascinant, enfin, quand on décompose une étude, comment ça marche, parce qu'il y a une grille de lecture fascinante sur les études. Mais pour revenir à l'image, solution A, problème A, solution B. Ouais. Donc un Nicolas Piatkowski, quand il se lève le matin, il boit de l'eau, il se réveille avant sa fille, donc du coup, hey, je suis là avant toi, tu vois, alors t'es là. Mais t'en as qui, eux, qu'est-ce qu'ils vont faire quand on se réveille? Ils se réveillent, ils vont peut-être appuyer sur le bouton snooze, ils vont se recroqueviller dans leur lit, ils vont pas se lever, donc il y a déjà une partie de leur journée qui est un peu gâchée, ils vont se lever un peu en sursaut. Là, faut que je cours. Ils partent, ils prennent à peine le petit déjeuner, ils se brossent pas les dents, ils sont habillés rapidement. Et est-ce que tu penses que c'est une meilleure façon de faire? Non! C'est pas une meilleure façon de faire. Et moi, ce qui me fascine, justement, c'est les meilleures façons de faire. C'est justement l'optimisation. Donc, en fait, toi, le cheminement du livre, c'est, t'as regardé comment ça se fait qu'il y avait des gens qui réussissaient, et finalement, c'était quoi leur secret, ou leur méthode, un peu? C'est un peu ça, ou pas? Ouais, plus ou moins. Mais en fait, ce que j'ai découvert, c'est qu'il y avait 3 éléments communs qui revenaient chez les personnes qui réussissaient à un certain niveau. Parce que je suis vraiment fasciné par les personnes qui sont dans la top performance, genre Elon Musk, bien... Des footballeurs comme Ronaldo, tu vois, ça c'est Cristiano Ronaldo. Ouais. Et je trouve un peu qu'est-ce qui revient souvent. En fait, ce qui revient souvent, la première, c'est déjà, eux, ils perdent pas leur temps sur Instagram à regarder des vidéos pétées sur qui a fait quoi. Enfin, ça, ils en ont rien à faire, tu vois. Ils perdent pas leur temps, en fait, dans la distraction, en fait. Ils sont dans l'action parce qu'ils ont une vision telle. Deuxième élément, justement, ils ont une vision. Ils pensent à long terme. Donc, tout ce qu'ils vont faire va être au service de cette vision. Donc, comme ils savent où aller, ils vont savoir par où commencer. Le fameux petit pas. Ils ont une destination, maintenant ils vont prendre le petit pas. Et troisièmement, ils ont surtout des habitudes incroyables qui vont soutenir leurs objectifs et qui vont leur permettre d'avancer chaque jour, d'avancer mais de ne jamais reculer. Ah d'accord. Donc c'est fascinant quand on voit ces 3 éléments. Ils ne perdent pas leur temps dans les réseaux sociaux, ils savent où ils vont, ils ont une vision et après ils ont des habitudes. Et moi c'est cet élément-là qui me fait dire les habitudes, bien sûr quand on y pense, pratiquement une action sur 2 est une habitude. C'est quelque chose qu'on fait en mode zombie, en pilotage automatique. Ouais. C'est fascinant. Donc, comme je disais tout à l'heure, problème A, solution B. Il y a des gens qui, eux, face au même problème, ils ont les mêmes solutions. Donc, comment tu fais au bout d'un moment quand tu fais la même solution sans y réfléchir pour te dire, attends, peut-être que je pourrais mieux faire, en fait. D'accord. Là, on a un problème de conscience. D'ailleurs, c'est une des premières étapes dans le livre, je dis, lorsqu'on veut créer une bonne habitude, c'est d'abord de dresser l'inventaire de toutes ces habitudes pour vraiment comprendre qu'est-ce qu'on peut optimiser. C'est prendre conscience. Ouais, c'est clair. Et du coup, alors, donc, moi, j'ai lu ce livre. Oui. Alors, je l'ai trouvé absolument ouf. Alors, je dis pas ça parce que c'est toi au mur, mais franchement, alors, j'ai vu dans ce livre qu'il y avait beaucoup de choses sur la productivité, l'efficacité, la performance, l'hygiène de vie. Donc, c'est des choses qui m'ont beaucoup parlé, ça, c'est des choses que j'avais étudiées par le passé, mais je trouve que c'est un condensé de bonnes pratiques qui est extraordinaire et effectivement, j'ai vraiment appris quelque chose qui m'a mis une claque, en fait. Et donc, la claque, c'est de se dire, ok, je ne savais pas et je n'avais pas imaginé à quel point on pouvait être on pouvait avoir des habitudes auxquelles on ne réfléchissait pas. En fait, je n'avais même pas mesuré ça. Et depuis que j'ai lu ton livre, en fait, c'est exactement ce que j'ai analysé sur mes propres journées. J'ai analysé des choses, donc j'ai analysé mes journées. Comme tu as dit, il faut faire un diagnostic de ce que tu fais. Et j'ai trouvé ça dingue, en fait.
Et j'ai trouvé ça dingue parce que justement, j'ai réajusté mes journées grâce à ça, tu vois. Et en tout cas, pour ma part, ça m'a vraiment bouleversé dans ce livre, tu vois. Je me dis, mais c'est ouf, quoi. Après, oui, il y a des trucs sur le deep work, sur le focus, sur les objectifs. Là, c'est du contenu de livre que je dis. Mais celui-ci, le pouvoir des habitudes, je l'ai trouvé dingue, en fait. Ah bah écoute, je te remercie. Hein. Qu'est-ce que je peux dire de plus donc, je sais pas. Donc, toi, il y a 51 habitudes. Donc, comment tu les as découpées dans ton livre? Petit peu, raconte-moi un peu tout ça. Alors, au départ, il devait en avoir 101. C'est marrant au départ, mais je me suis rendu compte que c'est un travail beaucoup trop grand, parce que d'abord, c'est beaucoup de recherche d'abord, je pense, en premier temps. Donc, tu répertorier l'habitude, pourquoi elle est pertinente, qu'est-ce qui justifie son intérêt. Donc, pour ça, il faut raconter, si possible, une histoire, mettre en avant des chiffres, apporter un contexte, dire pourquoi, en fait, je l'ai mise là et pourquoi j'estime que ça peut aider les gens à mieux vivre et penser. Oui. Au départ, j'avais 6 piliers. Il y avait donc productivité, santé, bien-être, développement personnel, créativité et relations sociales. Et j'ai enlevé créativité et bien-être parce que ce ne sont pas des choses qu'on peut mesurer. D'accord. Comment on peut savoir si quelqu'un, à travers une action, peut se sentir mieux ou être plus créatif? D'accord. C'est avant tout dans l'état d'esprit. Et dans ce livre, en fait, on découvre vraiment, comme tu as dit, un condensé de pratiques que pour moi, soit elles m'ont servi à mieux vivre et penser, soit j'estime qu'elles peuvent aider les gens parce que c'est tiré quand même parfois des meilleurs livres ou des meilleurs performeurs, meilleurs entrepreneurs, meilleurs sportifs, meilleurs écrivains, et de vraiment rassembler les meilleures pratiques. C'est un peu comme si en fait tu avais une boîte à outils et que ça pouvait être des piqûres de rappel très simples. Ouais. Par exemple, définir une vision inspirante, habitude numéro 1, on n'y pense pas, mais très peu de gens en fait savent pourquoi ils font ce qu'ils font. Et là je te parle du cercle d'or de Simon Sinek, avec le pourquoi, le why, le how, le what. Et quand tu comprends un peu cette lecture des choses, tout d'un coup, les gens savent pourquoi ils font ce qu'ils font. Enfin, ils savent ce qu'ils font. Ils savent plus ou moins comment s'ils sont ingénieurs. Mais par contre, ils ne savent pas pourquoi. Pourquoi ils se lèvent le matin? Pourquoi ils vont travailler chaque jour dans ce même endroit? Ouais, parce que c'est hyper difficile de répondre à cette question tant que tu ne te l'es pas vraiment posée, en fait. En plus, parfois, on ne te la pose pas du tout. C'est Dans clair. l'école, on ne te dit pas pourquoi tu fais ce que tu fais. On te dit juste tu veux faire quoi plus tard. Et après, forcément, comme il y a un conditionnement, je raconte un peu dans le livre c'est quoi le conditionnement. Il y a le conditionnement classique à la Pavlov, il y a le conditionnement opérant de Skinner. C'est que tu en as un en fait où tu associes un lien pour survivre. C'est-à-dire que par exemple, l'argent, c'est pas quelque chose de naturel. L'argent, tu passes ça à un chimpanzé, il s'en fout. Il va essayer de le renifler, il m'a mangé. Il s'en fout, c'est pragmatique, il s'en fout. Par contre, nous, on a appris que l'argent, ça pouvait nous permettre d'acheter une banane, d'acheter un appareil photo, d'acheter des vêtements, etc. C'est clair. Et on l'a appris tout ça. Et on a appris que l'argent, du coup, ça rapporte les des chiffres. Tu vois, c'est un truc qui est comme disait Harari, c'est de la fiction en fait, l'argent. C'est sûr. Qu'on a inventé pour avoir un lien de confiance avec l'autre, pour pas qu'il puisse t'avoir et que tu puisses lui rappeler ce qu'elle te doit. C'est ça. C'est un lien de confiance. Et donc l'argent, tu vois, c'est quelque chose qu'on a appris. Et beaucoup de gens, tu vois, ont grandi, ont appris que l'argent est important, alors qu'en fait, c'est un bout de papier. Tu vois. C'est clair. C'est comme aussi je sais pas si tu vois c'est marrant. Enfin, je sais pas pourquoi j'ai en tête. Tu te rappelles du scandale qu'il y a eu pour des gens qui ont couru pour un Nutella? Je te rappelle, il y a eu un Black Friday et tu as eu un magasin qui s'est ouvert, des gens ils se sont jetés à plat ventre juste pour apprendre des Nutella parce qu'il y a une promo Nutella. C'est incroyable. Pour de la pâte à tartiner, en plus elle n'est pas bonne du tout, enfin l'huile de palme machin, ça pourrit les forêts. Mais c'est vraiment de voir comment on se raconte des histoires. C'est clair. L'argent, tu vois, c'est des choses qu'on apprend. Après il y a aussi la façon de se comporter, ça peut être selon il y a plusieurs manières. Tes profs, tes amis, tes proches, ils peuvent t'influencer, ils peuvent te sculpter comme ça, ils peuvent te dire tiens, pense à quand tu étais un enfant, Nico. Peut-être qu'on t'a dit c'est bien ce que tu as fait. Tiens, voici un bon bout. Tiens, un petit câlin. Bien. Quand ça n'a pas été bien, on t'a dit non, c'est pas bien. Tu seras puni, tu n'auras pas de télé ce soir. Tu vois, ça, c'est le conditionnement opérant. C'est quand on adapte le comportement en fonction des conséquences qu'on va avoir. Et c'est fascinant en fait. On se rend compte qu'il y a plein de gens qui nous ont menti en fait. Il y a plein de gens qui disent c'est pour ton bien que je le fais. Mais t'en sais rien, c'est pour mon bien. C'est comme si tu répètes à ton gosse. Parce que moi en fait, j'ai une petite sœur qui s'appelle Céline que j'aime beaucoup. Mais des fois, elle est pénible, tu vois. Quand je la vois regarder du contenu stupide, danser sur un clip de K-pop, ou de faire ses devoirs, ça m'agace. Après, c'est clair. Si je suis stoïcien, je me dis, mais je peux pas l'influencer, en fait. Donc, tu vois, on essaie on a beau se dire ça, c'est ça, il me rappelle, on a envie qu'elle fasse, parce qu'on sait pourquoi c'est important pour elle de bien étudier, de comprendre un peu, voilà, ça peut être le français, etc. Mais elle ne le fait pas, parce que là, c'est la procrastination. Et c'est marrant de voir comment on a ce rapport-là aux habitudes. C'est fascinant, en fait. Et là, je suis allé un peu loin dans ce que je dis, mais c'est cool. Comment les habitudes nous façonnent au quotidien. C'est que ce sont des toutes petites actions qui, en l'air de rien,
mais qui, justement, quand on les répète sans y penser, elles peuvent soit faire de grandes réussites, soit des grandes problématiques. Ouais, c'est clair. Quelqu'un qui économise 1 euro chaque jour, ça a l'air de rien, ça fait 30 euros par mois, ça fait 360 euros par an. 360 euros par an, ça peut faire un petit week-end avec quelqu'un, pour un étudiant par exemple. Mais, ou quelqu'un qui fume une seule cigarette par jour. Même après, c'est des dépenses, genre presque 10 euros le paquet. Tu vois, ouais, c'est clair. C'est une question, on en revient justement à la décision. C'est est-ce que tu prends une décision qui élève ta vie ou une décision qui réduit ta qualité de vie? Et moi, c'est ça qui me fascine, c'est comment optimiser à chaque fois mes comportements. Ah, alors, du coup, quand j'ai lu le livre, il y a quand même une question qui m'est intervenue, qui est venue dans ma tête. Est-ce que, alors, ces 51 habitudes, est-ce que tu arrives à les appliquer pour toi-même? Bien sûr que non. Ah non, mais là, faut être honnête. C'est parce qu'on m'a toujours posé la question. Genre, non, parce que tout. Non, mais c'est sûr, Onur. Parce que je me dis que si tu appliques les 51 habitudes, tu peux pas être genre plus loin, c'est les étoiles, quoi. Tu vois, ouais. c'est plus loin que la montagne. Et donc je me suis dit, est-ce que finalement toi t'arrives à appliquer toutes ces habitudes? Non, faut être honnête. Bien sûr que non. Je reste un humain avant tout comme tout. Donc je fais beaucoup d'erreurs. Par exemple, évidemment, on peut pas tout appliquer, je pense. Enfin, si quelqu'un applique tout ce livre, je le respecte. Si c'est une femme, je l'épouse. Voilà. Je le dis. Un petit message. Un petit message, non. Ça peut rigoler, mais c'est pour dire que c'est déjà le stress qu'on arrive à en avoir une seule et qu'on l'applique, parce que créer une habitude, ça a l'air tellement difficile. Ça a l'air tellement difficile. Mais quand on comprend en fait qu'il y a plusieurs étapes pour pouvoir y parvenir et qu'il faut commencer petit, tout petit. Ouais. Parce que justement, on reproduit au bout d'un moment et que ça devient un comportement sain qui bouleverse ta vie. Mais appliquer tout le livre, c'est pas l'intention. C'est plus une boîte à outils, un buffet à volonté. Moi, j'appelle ça le Onur de poche. Ok. Voilà. Tu sors, t'as un peu ton coach de poche. Enfin, voilà, t'as des leçons de vie. Enfin, que j'ai essayé de retranscrire humblement de ma façon. Et pour dire aux gens, tu vois, par exemple, la productivité. Dans le livre, je dis à un moment donné, voilà, il y a les 4 thématiques. Donc, productivité, tu te mets combien de 0 à 10 sur ta gestion de l'énergie, d'organisation, de concentration, d'action. Ouais. Combien sur 10? Ok, je me mets 6. Bon. En santé, c'est gestion de l'énergie, sommeil, alimentation. Combien tu te mets? Dev perso, c'est plus ta capacité à réinventer un peu ta vie, à tirer le meilleur de toi-même. Ouais. Est-ce que tu te sens être au bon endroit, professionnellement et personnellement? Et les relations sociales, c'est est-ce que tu te sens sociable, charismatique et influent? Et donc, tu donnes une note de 0 à 10, parce qu'il y a beaucoup d'habitudes. Ouais, bien sûr. La moins basse, tu choisis, je recommande de prendre la thématique. Alors, si par exemple, tu te mets 4 en social, 8 en santé, 5 en dev perso et 8 en productivité, il faut commencer par social, parce que tu t'es mis la moins bonne note. Ouais, d'accord. Ce que j'essaie de faire, c'est de prendre l'habitude la plus élémentaire, la basique pour moi, au tout début. Et la dernière, généralement, c'est la plus technique, ou qui réclame un haut niveau, quoi. Ok, ça marche. Cool. Génial. Et du coup, alors, Onur, c'est quoi la vie d'un auteur, là? Donc le livre, ça fait combien de temps qu'il est sorti? Il est sorti, là on est le 11 je crois. Alors là on est le 11, au moment où on fait la vidéo, au moment où on discute, on est au mois d'avril 2009. Voilà, tu l'as dit. 2009, non. 2009 non, 2019, pardon. Donc c'est quoi donc toi ton livre il est sorti, vraiment. Oui. Ça fait 1 mois. Donc c'est quoi la vie d'un jeune auteur en fait? Ou d'un auteur qui sort son premier livre? C'est marrant parce que je me rends pas encore pleinement compte de ce que ça doit faire. Parce que ça fait seulement 1 mois. Ouais. Bon, déjà, j'ai un peu changé ma garde-robe. Ça, je pense que voilà, on est passé du survêt de Sergio Tacchini, non, je rigole. Costard, non. Costume bogey, non, je rigole. Non, mais c'est plus pour dire, plus sérieusement, je pense qu'il y a le plus changé dans ma vie depuis que j'ai lancé mon livre, c'est plus la détermination à pouvoir aller plus loin dans mes services. Ok. Parce que jusqu'à présent, je me suis quand même jamais payé. Enfin, j'ai eu quelques aides, toujours des aides. Mais là, je me dis, voilà, il est temps de monétiser en fait ce que je sais faire. Ok. Donc, que ce soit dans le consultant ou bien du coaching, entre guillemets, même si j'aime pas trop le mot coaching. Mais bon, c'est ce qui parle le plus aux gens. Ouais, c'est sûr. Et c'est plus l'accompagnement, aider les gens vraiment à faire des micro-ajustements, soit dans la tête ou autre, et les aider à mieux vivre et penser, d'optimiser leur comportement. Et puis, moi, ce qui m'intéresse, c'est donc de créer les formations en ligne. Ça, c'est ce que m'a appris Benoît. Il m'a dit, il faut absolument que tu puisses, Benoît Rochtenka, mon mentor, il m'a dit, il faut absolument que tu te lances là-dedans, et je vais enchaîner formation sur formation pour répondre aux besoins de ma communauté. Ok. Parce que justement, je pense que cette capacité, maintenant j'ai quand même du temps, et j'ai cette capacité justement à creuser, me poser beaucoup de questions pour comprendre le sujet et en livrer une version synthétique simple qui puisse expliquer aux gens en fait, avec des pédagogiques, avec des métaphores, en tout cas avec l'essentiel, justement, comment ils peuvent appliquer ça dans leur vie, pourquoi ça leur est utile. Et là, c'est vers quoi je me lance, c'est la formation en ligne. Mais sinon, pour répondre à ta question, j'ai des remerciements d'amis, des gens qui étaient fiers de moi.
Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? J'ai aussi fait une vidéo sur YouTube où je fais pour mon livre, donc généralement, j'ose pas trop me montrer, je n'ai pas forcément envie, je suis un peu introverti comme garçon quand même. Enfin, ambiverti en fait. Ça se voit pas trop là quand même. Ça se voit pas trop, mais on va dire que je suis ambiverti, c'est-à-dire que j'essaie un peu de prendre le meilleur d'extraversion et le meilleur d'introversion. Même si je sais que j'aime bien être parfois dans la solitude, réfléchir, mais je sais que c'est aussi bien avec des potes, les voir, de partager un moment, etc. Mais j'essaie un peu de tirer le meilleur des deux. Et j'aime bien quand même parfois être seul aussi, parce que c'est ce qui m'a aidé à écrire ce livre. Mais là, je sais qu'il faut que je sorte, que je mouille un peu la chemise. Ouais, c'est ça. Il faut s'ouvrir là. Voilà. Et que je puisse rugir comme ce lion là qui était en cage. Et là, il me faut de l'argent. Ok. Donc là, le micro, il est tombé. C'est ça. Et après, ça fait 1 minute. Donc là, ça s'est arrêté. Mais tu m'as dit un peu, tu m'as expliqué ce qui avait changé dans ta vie d'auteur. Ok, ça marche. Du coup, je pose souvent une question assez traditionnelle au NUR dans mes rencontres. Est-ce que tu aurais, je sais pas moi, alors franchement, je sais pas si elle est bateau ma question, mais en tout cas, pour moi, elle est importante. Est-ce que tu aurais, toi, un conseil à donner à quelqu'un pour qu'il puisse changer le monde à son échelle? À son échelle, je dis bien. À son échelle Oui, d'abord, je pense qu'il faut bien se connaître. Ouais. Savoir un peu d'abord qui on est. Alors, évidemment, ça a l'air un peu abstrait dit comme ça, mais je pense qu'il faut, avant de chercher à vouloir changer le monde, il faut d'abord se changer soi-même. Et après, je pense... Tu sais, c'est ce que disait un peu... c'est une bonne leçon de management, c'est ce que disait Antoine de Saint-Exupéry. Il disait, si tu veux donner... Au lieu de donner en fait, aux gens des ordres sur ce qu'ils doivent faire, etc., donne-leur juste le désir de rejoindre la mer. Ouais, d'accord. Donc, si toi, tu sais absolument ce que tu veux faire, et que c'est naturel, parce que tu sais ce que tu veux faire, tu sais absolument où tu veux aller, tu entreprends les actions, tu fais ce qu'il faut, tu sers d'exemple. Et comme tu es exemplaire, les gens se disent, mais cette personne-là m'inspire. Elle me donne envie de faire la même chose. C'est comme toi, tu as une énergie qui est tellement folle, tellement atomique. Quand on te voit, non, je t'assure, là, c'est pas pour faire la lèche, hein, c'est vrai. Hein. Non, mais franchement, quand on te voit, Nico, quand ta façon de parler, moi, ça me surprend, ça me rappelle d'ailleurs un ami qui s'appelle Mathieu Viviani, que je salue, qui est tout le temps positif. Ouais, c'est cool. Quoi qu'il arrive, positif. Toujours. C'est une force de toujours garder cette énergie. Et ça me fascine parce que justement, à force de rayonner comme ça, bah, forcément, tu réchauffes le cœur de certaines personnes. Peut-être qu'il y a des gens qui adorent ta façon de parler parce que tu es tellement motivant. Moi, je pense que quand tu as fait une vidéo sur LinkedIn, et je sais que j'avais vu, voilà, tu es dans un coin en forêt, tu parles. Salut les amis, c'est Nicolas. Alors là, j'ai eu un livre formidable. Là, je te dis Nicolas. Il est vraiment inspirant. Il s'appelle Nicolas Piatkowski. Il est en train de révolutionner le monde. Il est génial. Vraiment, il faut le suivre. C'est un geek des chiffres. Là, vous ne voyez pas, mais il est habillé normal. Mais ses idées sont extraordinaires. Merci Onur, c'est cool. Vois, et ça te fait rire, mais je t'assure, tu vois, ça peut inspirer les gens. Tu parles comme ça. Et ça donne envie. On ne se voit pas, c'est vrai. Ouais, mais ça donne envie. Donc moi, je pense qu'il faut d'abord se connaître soi-même. Du coup, après savoir quelle est la contribution qu'on va avoir, quelles sont ses compétences. Ouais. Moi, c'est plus dans le fait de réfléchir, poser des questions, analyser et proposer du contenu, si possible, de qualité. En tout cas, à mon niveau, j'essaie de faire en sorte que les gens, comme toi, en fait, tu rends l'apprentissage ludique, la pédagogie, les chiffres. Ça a l'air embêtant, on ne sait pas trop quoi faire. Peut-être c'est de rendre ça attractif. Donner envie aux gens d'être un vrai geek des chiffres. Et ça, c'est une grande mission. Parce que tu veux que l'éducation financière, dans moins de 10 ans, tu m'as dit que tout le monde sache au moins de quoi ça parle. C'est pas des grands groupes. Et tu es sur la voie. Avec tout ce qui t'arrive. Tu vois? Parce que tu es quelqu'un d'inspirant. Donc, il faut d'abord se connaître soi-même. Ensuite, savoir quelle est sa contribution. Ah là, il est un peu ému, vous le voyez pas. Il me fait des signes comme ça. Oh, Nicolas, qu'est-ce que... Arrête, oh. Mais non, mais et donc, tu vois, donc savoir se connaître, sa contribution, connaître évidemment un peu comment les gens pensent en société. Qu'est-ce qui fait le conformisme, la rigidité, l'envie. Comprendre un peu la psychologie humaine. Moi, ça me fascine un peu. Il y a un livre de Robert Greene qui s'appelle The Laws of Human Nature, qui n'est pas encore traduit en France malheureusement. Mais Robert Greene, un auteur qui m'a beaucoup inspiré, et qui dit en fait qu'il y a des forces primales qui nous gouvernent. Et au lieu de se laisser, on va dire, dominer par ces émotions, il faut savoir les canaliser en soi pour pouvoir aboutir à une grande contribution. Par exemple, moi, je suis quelqu'un qui, ça va pas l'air comme ça, hein, je suis très calme, mais quand j'écris, j'ai beaucoup de colère en moi. J'ai beaucoup de frustration. J'ai un ressentiment parfois. Tu vois, par exemple, voir un mégot par terre, ça m'énerve.
D'accord. Voir un sachet de plastique sur la scène, ça m'énerve. Ouais, d'accord. Voir quelqu'un qui crache par terre, ça m'énerve. Bon, sauf s'il a un poil dans la bouche. Pas savoir. Mais j'ai pas le contexte. Et quand je vois quelqu'un qui fait un comportement qui me semble pas approprié, ça m'énerve. Vraiment, ça m'énerve. Ouais, mais je reste calme. Justement, je mets de l'eau dans ces braises. Ça s'éteint. Je dis, OK, qu'est-ce que je peux faire pour essayer d'aider les gens à mieux penser, mieux vivre, en tout cas à mon niveau, j'essaye, et qu'elles puissent mieux se connaître. Et je pense, tu vois, c'est le conseil, pour résumer, ce serait avant tout se connaître soi-même. Je ne dis pas que c'est facile, mais connaître son pourquoi. Donc, habitude numéro 1, si vous avez le livre, allez, tiens, un dernier petit coup. Vas-y. Du coup, alors, ça fait plaisir. Habitude numéro 1, définir une vision inspirante. Et voilà, je vais voir un peu, tac. Peut-être qu'il y a un extrait, ça commence par une citation de Simon Sinek, qui dit, d'ailleurs, je vais dire tellement qu'elle est jolie, « Si vos actions inspirent les autres à rêver davantage, à apprendre davantage, à faire plus et à se dépasser, vous êtes un leader. » Ça commence comme ça, je pense. Donner envie aux gens de faire ce qu'ils veulent faire. Ouais, et donc être exemplaire. C'est top. En tout cas, moi, je recommande 1000 fois ce livre. Parce que je l'ai lu et il a une grosse valeur, tu vois. Donc, à tous ceux qui regardent cette vidéo, allez regarder ce livre. Allez regarder sur Amazon ou je sais pas où, peu importe, dans les éditions dans lesquelles il est sorti. Franchement, c'est ouf. Et du coup, mon cher Onur, où est-ce qu'on peut te retrouver, toi? Alors avant tout sur mon site www.onurcarapinard.com, donc Onur O-N-U-R, comme l'ONU, et tu rajoutes un R. Je mettrai dans la description de la vidéo. Voilà, c'est pas un nom commun, mais c'est pour que les gens puissent retenir ONU plus R, carapinard, nom de famille.com/newsletter. Avant tout s'abonner à ma newsletter, je pense que c'est le mieux, la minute essentielle. Je partage chaque semaine des conseils, des stratégies pour améliorer ses habitudes, améliorer ses performances, apprendre des meilleurs, parce que je fais des résumés parfois de podcasts, de livres et tout. Et puis là, il va y avoir pas mal de nouveautés, mais j'en dis pas plus. C'est génial. Et pour ceux qui s'abonnent à ma newsletter, ils auront un extrait de 25 pages de mon livre gratuit. Donc c'est l'intro, la préface de Benoît Voshtanka, l'intro de mon livre, et un premier passage sur comprendre un peu la science des habitudes, en tout cas la psychologie, les plus grands chercheurs, etc. Et puis ils auront aussi un guide pratique de 100 pages sur comment appliquer les habitudes. Donc c'est vraiment des extraits conjoints. Donc il y a la théorie de mon livre, on va dire, et il y a la pratique. Et ça, ils ont vraiment au moins de quoi goûter correctement le livre. C'est top, du coup je mettrai ça dans la description de la vidéo. 1000 merci Onur d'avoir participé à cet échange, c'était cool. Je te souhaite une réussite de dingue pour la suite. Et puis c'est parti mon cher ami. Je te remercie.